أهلا بكم ومساء الخير. برحب بكم. أنا بيسان كساب الصحفية في مدى On مصر vous باسم souhaite la bienvenue. Je suis Bissane الاجتماعية Kassab والأسرة. au nom تقود مبادرة de الإصلاح العربي l'initiative والعربي lancée التحالف par التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية l'initiative des réformes تدعم arabes, الجمعية المصرية للحقوق الشخصية l'initiative égyptienne والتنمية des ومنصة درج libertés العالمية personnelles, وبوليسي FINIC, انيشيتيف في DARAG, لبنان. de Policy النداء Initiative طبعا du مهم. Liban, avec والنهارده هنتكلم عن MADA de ازاي الوصول l'Égypte. للقدرة على Aujourd'hui, العمل مع on va العمل الآلي. traiter de l'accès à la COVID, à la نقول vaccination de la COVID. C'est là le deuxième webinaire organisé. Le premier étant le développement de la justice sociale dans le monde arabe. Aujourd'hui, on va parler des vaccins du point de vue qui a trait à la justice sociale dans les sociétés arabes quant à la capacité d'accès à la vaccination, abstraction faite des appartenances. D'ailleurs, notre monde fait partie du tiers-monde qui fait face à des questions quant à l'accès à la vaccination à comparer avec ce qu'on appelle le monde premier. Il s'agit d'une formule vraiment critique, le droit à la vie pour ceux qui disposent de la technologie, alors qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est clair qu'il s'agit d'efforts collectifs. Dans ce contexte, MADA Égypte et l'initiative de la réforme arabe se penche sur une discussion élargie portant sur TRIPS comme accord sur les propriétés intellectuelles et leur violation. S'il ne s'agit pas d'un moment d'accès à la vaccination pour tous, quand est-ce que ça serait possible dans une telle pandémie, en temps de pandémie à grande échelle? De nouveau, c'est une priorité. Il faudrait qu'on œuvre à beaucoup de réflexions là-dessus avant d'entamer la discussion. Je vous invite à utiliser l'interprétation si vous le voulez. Vous pouvez donc appuyer sur le bouton de l'interprétation, soit l'anglais, soit le français. Vous pouvez également poser des questions. On a premièrement Monsieur Jouda Komar, qui est conseiller juridique et chercheur, qui va nous parler du marché des médicaments, le marché de la propriété intellectuelle dans le cadre de l'accord TRIPS en particulier, ainsi que toutes les tentatives de violation, notamment le cas de l'Inde, l'Afrique du Sud, les pays développés, les politiques pour œuvrer à l'application et la mise en œuvre de cet accord. Il serait également intéressant d'aborder le travail de la société civile si les gouvernements du tiers-monde n'œuvrent pas eux-mêmes à un tel travail. La parole est à vous, Monsieur Goupa Kamar. Je vous remercie pour avoir organisé ce webinaire pour qu'on puisse discuter d'un sujet vraiment critique de nos jours, là, notamment pour ceux qui se trouvent dans les pays en développement. L'année dernière, on était à la recherche de remèdes pour pouvoir faire face à ce problème-là. Vous savez très bien qu'il y avait beaucoup de mesures de santé, les ventilateurs, entre autres les respirateurs, les médicaments nécessaires et les vaccins. Il n'y avait rien en particulier pour remédier à ce problème. Alors qu'aujourd'hui, on a les vaccins qui ciblent la COVID, on a des médicaments qui soulagent la douleur, mais qui ne
qui n'œuvrent pas forcément à un soin. Le seul remède est actuellement le vaccin. On sait très bien qu'il ne s'agit pas de prévention, mais ça peut travailler au niveau de la sévérité des situations de maladie. Et donc, s'il s'agit d'infections moindres, il n'aurait pas besoin d'hospitalisation. C'est là le background pour ce qu'il s'agit de la première génération de vaccins. Mais en même temps, il faudrait que cette campagne de vaccination soit réussie. Il faudrait œuvrer à la vaccination d'au moins 70% de la population pour qu'on puisse nous attendre à une amélioration et à pouvoir briser cette chaîne de la pandémie. Cependant, on sait très bien que la majorité de ceux qui vivent dans le sud n'ont pas accès à la vaccination. Quelques 500 millions de vaccins ont été utilisés. On pourrait voir que partout dans le monde, il y a des variations quant à l'accès aux vaccins. Y compris en Turquie, sauf la Chine, l'Inde, et puis on a l'Indonésie, suivi par le Maroc et les Émirats arabes unis. Ce sont les deux seuls pays arabes qui ont vacciné des millions. Le Maroc, 7 millions, 8 millions aux Émirats arabes unis. Et donc, ça montre que on se trouve dans une situation où les vaccins sont disponibles, mais la majorité de personnes n'en ont pas accès. Qu'est-ce qui se passe en particulier? Les vaccins ont été approuvés pour la COVID, qui sont produits par plusieurs sociétés de fabrication. On a quelques 17 vaccins produits par plusieurs entreprises en Inde. Il y a également l'AstraZeneca approuvé par l'Université d'Oxford. Je ne vais pas entrer dans les détails des chiffres, mais on a 14 vaccins, mais ça ne suffit pas pour la vaccination de toute la population dans le monde entier. D'où l'importance d'une production à échelle pour que les vaccins soient disponibles à coût abordable. Permettez-moi de partager avec vous mon écran, s'il vous plaît. Veuillez, s'il vous plaît, rectifier le micro parce qu'on a des problèmes. On ne vous entend pas bien. Oui, ça va mieux. Est-ce que je répète ce que j'avais déjà dit? Ce que j'essaie de dire plus précisément est qu'il y a une grande demande aux vaccins, mais les vaccins ne sont pas disponibles. Il faudrait augmenter la production de vaccins. Les peuples du monde arabe n'ont pas accès, seulement deux pays, les Émirats arabes unis, 8 millions, le Maroc, 7 millions de vaccinations, alors que 4,2 millions de doses en Arabie saoudite. Donc, comment est-ce qu'on pourrait augmenter la production? Est-ce que vous me permettez de partager l'écran? Oui, merci beaucoup. Et donc, quand on parle d'augmentation de la production, les sociétés de vaccination essayent toujours d'œuvrer à plus de compétition pour pouvoir
à toucher à plus de profits, mais on est en temps de pandémie. On sait très bien que tout le monde travaille pas à but de charité. Le but est essentiellement un profit raisonnable, mais malheureusement, actuellement, les entreprises ne sont pas prêtes à partager les innovations technologiques. Il y a beaucoup de capacités qu'on n'exploite pas de par le monde. Si les entreprises peuvent avoir accès à la technologie, le vaccin serait mis à disposition à coût abordable, mais toutes les entreprises ne sont pas prêtes à le faire, d'où la concentration de la production et les entreprises ne sont pas capables de subvenir aux besoins. On souffre donc de manque de vaccination. Le régime de propriété intellectuelle participe à la contribution des entreprises, des organes de réglementation également. Dans les diapos suivantes, je vais vous expliquer comment ce rôle est exercé. Je commence avec le régime de la propriété intellectuelle mondiale. Là, on a le régime, en particulier l'accord TRIPS. L'accord TRIPS force tous les pays membres à fournir un minimum, un standard minimum de protection et la mise en œuvre de 8 types de propriété intellectuelle, le design industriel, les marques commerciales, le brevet. Donc, il s'agit d'un accord complet qui requiert que les pays membres adoptent des standards minimums de protection et de mise en œuvre. Les médicaments sont protégés par plusieurs régimes de protection intellectuelle. Par exemple, à travers les produits, on a la protection technologique, les médicaments à travers le brand name. Donc, il y a également la protection de propriété intellectuelle parce que on a le brevet. Donc, il y a beaucoup de protection, beaucoup de niveaux de protection. Mais on est conscient de certains types de protection, entre autres les droits des marques, l'accès aux produits. Par exemple, les brevets ont un accès direct sur l'accès. Comment est-ce que ça se fait? Parce que ça garantit un monopole. Personne ne pourrait utiliser ce produit sans la permission de l'entreprise qui dispose du brevet à travers par exemple, sociétés occidentales. Ces sociétés-là monopolent la production durant le temps de la protection de brevets pour ne permettre pas à d'autres entreprises génériques de produire quelque chose de pareil. Et donc, quand Soprovir a été introduit, s'il y avait un brevet en Égypte, s'il y avait un brevet en Égypte, Farco Pharma n'aurait pas pu produire le médicament générique pour l'Égypte et le peuple égyptien. Il n'y avait pas de brevet et donc il était possible de produire le médicament avec un prix vraiment très minime. Et actuellement, on aurait pu éradiquer le problème. En Espagne, par exemple, on n'est pas capable d'avoir accès à ces médicaments brevetés. Pourquoi? Parce que le prix est élevé, 84 dollars par vaccin pour une semaine de traitement. Ce n'est pas abordable du tout. Ce médicament pourrait soigner quelques 94 des patients. Et donc, selon l'accord de TRIPS, il faudrait comprendre le rôle du brevet. On sait très bien qu'il y a pas mal de flexibilité dans l'accord TRIPS
même s'il y a brevet, le gouvernement pourrait produire une licence aux fabricants pour produire de tels médicaments pour être sûr que personne n'est privé de traitement. Mais c'est bien évidemment euh, plus facile de le dire que d'y agir parce que les gouvernements sont sous pression de la part des pays développés et des médias. Et donc, les pays en développement ont peur d'y avoir recours. Mais quand de telles clauses sont utilisées, les populations en profitent. Donc, on sait très bien qu'au sein des accords TRIPS, la flexibilité est garantie. Et donc, à travers les flexibilités, il est possible de gérer le monopole. Donc, d'habitude, les accords de commerce libre euh, sont actuellement vraiment complets avec la protection des propriétés intellectuelles au sein des accords de libre-échange. Et là, on va au-delà de ce qui se trouve dans le régime de TRIPS. Ça réduit la flexibilité. Par exemple, l'accord TRIPS prévoit 20 ans de protection, alors que dans l'accord d'échange libre, on peut aller jusqu'à 35 ans, on peut aller au-delà des 20 ans. Selon l'accord TRIPS, les organes de réglementation se doivent d'approuver la fabrication de médicaments génériques. Par exemple, une société comme Farco pourrait obtenir une approbation, mais ne peut pas le commercialiser. Sinon, il y aurait violation de l'accord TRIPS, mais c'est quelque chose que le tribunal aurait à trancher. Il n'y a pas de problème au niveau de l'approbation de fabrication. Il se pense simplement sur les standards, la qualité et donc la certification porte sur la qualité, alors que la commercialisation, le marketing est quelque chose que le tribunal déciderait, mais les agences de réglementation peuvent octroyer de telles approbations. Et là, on peut, voilà, nous trouver devant plusieurs pays membres qui se sont joints à plusieurs accords de libre-échange, mais ces pays-là ne jouissent pas de la même liberté, la liberté aux pays qui ne sont pas membres de l'OIT, parce que c'était le cas avant 1994. Aujourd'hui, un grand nombre de pays sont membres des accords de libre-échange et des régimes TRIPS. Et donc, cette catégorie de pays jouit d'une flexibilité plutôt limitée. Comme je vous l'avais déjà dit, il y a 559 millions de doses déjà utilisées, mais la plupart de ces doses se concentrent dans 10 pays. Et donc, on sait très bien. Permettez-moi, monsieur. Je vais pas Kamar, on a 5 minutes. Oui, d'accord. Donc, on a beaucoup de demandes. La propriété intellectuelle est affectée à deux niveaux. Un niveau, le secret commercial et à un autre niveau, le brevet. Bien sûr, il est possible de dépasser les barrières à travers les licences octroyées dans les accords. Il se trouve beaucoup de brevets dans les différentes tranches. Là, on a les brevets sur les doses, sur la livraison. Et donc, un seul vaccin pourrait être gouverné par plusieurs brevets, mais théoriquement, il est possible d'obtenir une licence. Mais ça ne suffit pas. Je vais parler maintenant du fonctionnement
dans le cas des secrets commerciaux, qu'est-ce qui se passe? Si on produit le paracétamol et je copie le paracétamol en utilisant ma connaissance technologique, personne ne me demanderait des questions sur le processus de fabrication original ou bien les agences de réglementation ne se pencheraient pas sur le processus de fabrication, mais sur le produit final. Mais quand on fait la même chose avec le vaccin, on nous dirait c'est pas suffisant. Vous avez produit ce vaccin, mais il faudrait vraiment donner la preuve que ce vaccin est sûr. Comment ça se fait à travers les tests cliniques, ce qui veut dire que la compagnie qui a la capacité technologique ne peut pas copier la technologie sans avoir les ressources nécessaires pour les essais cliniques. Many companies in the developing world Parce que plusieurs compagnies dans les pays en développement ne peuvent pas copier la technologie et produire le vaccin dans les pays en développement. Seules quelques compagnies peuvent le faire. Donc, cette façon-là que le secret commercial est protégé. Si vous n'avez pas accès à la technologie de fabricant original, vous devez passer à travers tous ces tests-là et tous ces essais, ce qui force le gouvernement à prendre et se procurer le produit, le vaccin du fabricant original. Sinon, ça prend beaucoup de temps à travers des essais innombrables. 2 minutes encore. Dernière diapo. Donc là, on a deux solutions. D'une part, on a essayé de mettre de côté les exigences. Il est possible que notre compagnie puisse produire le même vaccin quand les informations sont publiques, sont mises à disposition du public et au lieu de forcer chaque compagnie à passer à travers les essais cliniques, il est possible de développer quelques marqueurs par l'Organisation de la santé mondiale, ce qui permet à la compagnie de faire le travail et donc plus d'entreprises peuvent avoir accès à cette fabrication, ce qui diminue le prix énormément. Bien sûr, les fabricants ne sont pas toujours prêts à le faire. La société civile doit faire pression dans ce sens-là pour arriver à plus d'accès abordable. Merci. Je vous remercie pour cette opportunité. Merci, Monsieur Jupa Kumar. Monsieur Ala Awad, responsable de la santé, le droit à la santé, à l'initiative égyptienne. Il va nous parler des politiques d'accès aux vaccins dans la réalité égyptienne. Dr Ala a également une position quant à la nécessité un soutien à la mise à disposition gratuite du vaccin à tous les Égyptiens. Vous êtes le bienvenu. La parole est à vous, monsieur. Docteur Ala. Est-ce que vous m'entendez? دكتور حضرتك واضح ان حضرتك مش سامعني مش كده؟ أنا سامعك، أنت سامعاني؟ حاليا انا سامعه حضرتك، اتفضل. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. Bon après-midi, je suis Dr Ala Ghanam. Je vous salue, je salue tous les
intervenants et les participants. Premièrement, permettez-moi de partager avec vous la vision égyptienne et ma vision quant au questionnement. Je commence avec le marché mondial du médicament en temps de pandémie et puis je retourne au premier point, les politiques d'accès aux vaccins dans les pays arabes et leur distribution. Je termine avec l'Égypte, le cas de l'Égypte comme étude de cas d'un pays unique à travers une approche globale de l'économie politique ainsi que ses répercussions sur notre système de soins, de santé basé sur les politiques de vaccination comme politique et comme réalité. Dès le début de la pandémie, il y avait des craintes quant au manquement de la justice sociale au niveau mondial, ce qui a poussé l'OMS en avril 2020 à lancer une initiative pour encourager les modes de prévention avec 4 points, le diagnostic et le soin, avec un focus sur les vaccins COVAX. Quatrième point, voilà la complémentarité des systèmes de soins de santé. Pour ce qui est de l'initiative COVAX, on a 3 parties qui gouvernent l'Alliance Gavi et l'OMS. Il s'agit d'un mécanisme de financement et d'achat à travers lequel les pays peuvent se procurer les vaccins pour garantir l'accès à la vaccination pour les pays pauvres et à moyen revenu. Est-ce que vous m'entendez, madame? Oui, on vous entend. Allez-y, la parole est à vous. Est-ce que vous me voyez? C'est clair? C'est bon, vous m'entendez? On vous voit pas, mais on peut vous entendre. D'accord. L'objectif du COVAX est d'ici 2021 de garantir 2 milliards de doses pour couvrir 20% des besoins des pays pauvres et des pays à moyen revenu. Et Gavi est une institution qui a été organisée en 2000 pour colmater les brèches de financement. Il s'agit d'alliances entre entreprises publiques et privées pour protéger la santé. On a l'UNICEF, l'OMS, le secteur public et privé au nord et au sud. Qu'en est-il des effets sur les pays du frère monde, y compris l'Égypte? Malheureusement, il y avait des accords bilatéraux sans pour autant se lié à COVAX, sachant que COVAX est optionnel, ce qui a permis aux pays riches de se procurer les vaccins précocement, alors que les pays pauvres y avaient accès d'une façon vraiment retardée. Bien sûr, le COVAX est mieux que rien, mais en fin de compte, il y a beaucoup de craintes et d'inquiétudes quant au manquement aux promesses. L'Inde et l'Afrique du Sud ont demandé la suspension de l'accord TRIPS d'une façon temporaire, ce qui contribuerait largement à accélérer la production des vaccins alors que la production est entravée. Cette suspension temporaire des propriétés intellectuelles au niveau mondial permettrait l'accélération de la production mondiale. Ça serait vraiment là un début pour plus de solidarité internationale mondiale autour de cette pandémie. Il est clair, et comme vous le savez bien, de telles pandémies transnationales, mondiales, qui touchent les différentes classes sociales qui ne se basent pas sur la solidarité humaine nous confronterait à un grand problème. Je crois que l'Égypte et l'Union africaine ont exprimé leur accord quant à la suspension suggérée par l'Inde et l'Afrique du Sud, mais malheureusement, les États-Unis et l'Union européenne s'y opposent et jusqu'à présent, il n'y a pas d'accord là-dessus.
Pour ce qui est de la distribution juste des vaccins en temps de pandémie, et deuxième point sur la politique et les politiques de vaccination et d'immunisation dans le monde arabe, à vrai dire, on ne peut pas regarder et percevoir le monde arabe comme étant dans un seul panier. En guise de simplification, on parle de trois couches économiques. On a les pays riches, producteurs de pétrole. Je parle là des Émirats arabes unis. Quelques 7 millions ont été jusqu'à présent vaccinés. Donc, il y a pas mal d'avancements en vaccination. Il y a les pays moyens tels que l'Égypte, par exemple. Et troisième couche, des pays pauvres avec des conflits internes, des guerres, entre autres Yémen et la Libye. Vous pouvez voir là les trois couches pour pouvoir analyser les politiques de vaccination. Il faudrait être conscient du background économique et politique. Docteur Ala, si vous le permettez, je vous dirais qu'il est mieux d'activer la vidéo. J'essaie de l'activer. Est-ce que vous pouvez me voir maintenant? Ça va, c'est bon? C'est activé? Non. Vous devez appuyer sur le bouton vidéo. Oui. Ça va, c'est clair, c'est bon. Oui, merci beaucoup. Donc, je répète le dernier point. Les pays arabes ne se trouvent pas dans un seul panier. Nous avons les pays riches, les pays moyens, les pays pauvres à instabilité politique. Certains pays arabes riches n'ont pas du tout besoin du COVAX et avaient déjà acheté directement des entreprises concernées selon les taux de demande et d'offres. Parfois, ils avaient même payé en avance. بعتذر واضح ان دكتور علاء واجه مشكلة التقنية. Apparemment, Dr. Ala a fait face à un problème technique et on a perdu contact avec Dr. Ala. Vous êtes de retour? D'accord. Très bien. Allez-y. Je suis désolée. Oui. Ne vous en faites pas, la parole est à vous. J'aimerais vous dire que certains pays arabes dépendraient du COVAX, y compris l'Égypte, d'une façon partielle ou d'une façon complète. Des pays comme le Maroc avaient vacciné quelques 14 millions sur 37 millions d'habitants à travers des contrats directs avec la Chine d'une façon précoce. Pour ce qui est de la politique de vaccination en Égypte, il est clair que ça va dépendre énormément de la COVAX. Ça, c'est pour ce qui est de la politique adoptée dans les pays arabes, mais il n'est pas possible de les mettre tous dans un seul panier. Je vais vous parler en particulier du cas de l'Égypte. Madame Bissan, vous m'entendez? C'est clair? Vous pouvez me voir et m'entendre? Oui, oui, parfait. Merci beaucoup. Le cas de l'Égypte. L'Égypte est à revenu moyen selon les classifications de la Banque mondiale, 330 $ en moyenne, beaucoup de risques et un fossé social qu'on ne pourrait pas négliger entre le sud, le nord, les riches, les pauvres et les différentes classes sociales. On note également un grand pourcentage d'ouvriers dans le secteur informel qui ne peuvent pas participer au PIB et qui peut dépasser 40 à 50 du PIB. Et c'est vraiment un point clé quant à la confrontation de cette pandémie. Le régime des soins de santé selon les indicateurs de l'accès, de la qualité, la non-discrimination, dans des réglementations
couvert par la Constitution qui prévoit le droit à la santé, aux soins de la santé, une loi qui a été introduite dernièrement dans le cadre d'une campagne de 2 ans pour confronter le virus dernièrement et qui a vraiment abouti à des réussites claires dans une autre campagne sur les maladies non infectieuses. En général, la performance du gouvernement égyptien dès le début de la pandémie essayait d'œuvrer à un équilibre entre l'économie et la santé. C'est pour cette raison-là que le gouvernement n'a jamais opté pour un confinement total. Il s'agissait simplement de confinement partiel d'une façon temporaire. Il s'agissait d'une réaction parfois une réaction lente au lieu d'une approche d'anticipation. Il n'y a pas forcément des informations claires sur l'étendue des cas de contamination ainsi que des espaces couverts par le PCR en cas suspect. Ça s'est avéré plus clair dès la mi-août. L'accès à la plus grande classe sociale, le plus grand nombre de populations. On sait très bien que le secteur informel a été largement affecté. Le gouvernement a, dès le début, adopté des vaccins selon Gavi et COVAX. COVAX pour les pays pauvres, les pays à revenus moyens, notamment le mécanisme COVAX durant la pandémie. En parallèle, le gouvernement essayait d'offrir à des contrats directs avec certaines entreprises de production. Ils l'ont déjà annoncé officiellement. La relation avec de tels pays dépend de la demande et de l'offre, la capacité du producteur lui-même à produire suffisamment de doses. Troisième ligne a trait à la vaccination. Là, certaines donations gratuites limitées étaient perçues de certains pays frères comme les Émirats arabes unis et la Chine. Alors que l'Égypte a commencé avec les essais cliniques, il y avait des volontaires égyptiens qui étaient prêts pour les stades finaux, le stade final de l'essai pour le vaccin chinois, mais il y avait des déclarations contradictoires quant à l'accès à la vaccination et les doses couvertes par les contrats, dû le manque de confiance au niveau populaire. Il dépendait toujours d'un système de priorité et, à mon avis, la politique de prioritisation est intéressante. Il faudrait toujours commencer avec les volontaires, les fournisseurs de soins de santé, les malades à maladies chroniques, les patients à maladies chroniques, ainsi que les personnes âgées. C'est quelque chose qui est reconnu au niveau mondial. On a également parlé de la possibilité de paiement par les personnes aisées, mais ce n'est toujours pas le cas dû à l'initiative de la société civile qui a présenté un certain nombre de doses aux citoyens et aux fournisseurs de soins de santé gratuitement, ce qui a affecté la performance du système de soins de santé, qui a rendu la scène encore plus complexe. Certaines initiatives ont été retardées. Le financement du budget national était critique. 3 mois ou 4 mois après la deuxième vague de cette pandémie, certaines doses du vaccin chinois et indien ont été fournies, quelques 700 millions de doses selon la déclaration le 28 57 000 doses comme donation de la Chine et des Émirats arabes unis. Jusqu'à présent, ceux qui ont été enregistrés pour avoir accès, la moitié de
millions de personnes se sont enregistrées. S'y ajoutent également les fournisseurs des soins de santé, les frontliners qui essayent de fournir les soins nécessaires. Un grand nombre de personnes y avaient été fournies. La plupart, comme je l'ai déjà dit, sont des personnes âgées et les fournisseurs des soins de santé, selon les derniers communiqués du gouvernement, on nous promet de plus de doses dans le cadre de l'initiative COVAX pour l'achat. Ça représenterait quelque 20% de la quantité dont on a besoin. Je veux dire 40 millions de doses. On est toujours en attente. Le dernier communiqué nous dit que vers la fin de ce mois, mars, on va avoir 8,6 millions doses d'AstraZeneca avec 20 autres millions de doses du vaccin russe Sputnik. Le total des doses auxquelles on s'attend, quelques 100 millions de doses, comme annoncé par le gouvernement, 40 millions d'AstraZeneca selon l'initiative COVAX et Gavi. Et comme je l'ai déjà dit, 8 millions de doses seraient attendues vers la fin de ce mois. Vu le temps limité, c'est tout. Merci. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, merci. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup. J'encourage les participants à vraiment enrichir la discussion à travers des questions. Et ça va être vers la fin un temps de réponse et de questions, de réponses. Fouad du Liban, de l'Université américaine de Beyrouth. Docteur Fouad, bonsoir, vous êtes le bienvenu. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci, merci de votre présence. Je voudrais savoir encore sur la situation au Liban. Qu'en est-il de la distribution, la possibilité d'accès aux vaccins au niveau social et la capacité du Liban, notamment durant ce temps de crise économique? Qu'en est-il également de la justice au niveau pratique, théoriquement et pratiquement? Qu'en est-il de ce système? Merci, merci pour cette introduction. Je remercie l'initiative de la réforme arabe pour nous avoir conviés à ce webinaire. Si vous me le permettez, je vais parler en anglais. Je suis désolée, j'ai ma présentation en anglais. Je suis tout à fait d'accord avec Dr Goupa Kamar et Dr Ala quant à l'approche de la vaccination de la COVID, la question de la distribution des vaccins. Cependant, je commencerai d'aborder le thème d'une perspective un peu différente. Je vais utiliser l'outil d'analyse politique pour aborder ce thème-là. Bien sûr, ça peut s'appliquer sur plusieurs disciplines, y compris la santé, mais également plusieurs sujets, y compris la COVID et la vaccination en tant que telle. Donc, en utilisant cet outil, je vais essayer de l'appliquer à la situation au Liban. Je vais essayer également de voir comment ça se fait en Syrie, parce que la Syrie est actuellement
une impasse quant à la situation de l'information, y compris les soins de santé. Et donc, je me base sur le fait que la COVID, comme question de santé, n'est pas une question isolée des systèmes de soins de santé en général. Les systèmes de santé en général ne sont pas déconnectés et isolés. Des fonctionnalités économiques et politiques. Est-ce que vous me permettez de partager avec vous les diapos? Je vais essayer de parler brièvement. Est-ce que vous pouvez voir les diapos? Ma définition porte sur l'allocation de ressources politiques et économiques qui affectent qui peut disposer de quoi, quand et comment en ce qui concerne la santé. Et ce, à la lumière de la COVID. Je vous rappelle de certains chiffres jusqu'au 27 mars, le cas cumulatif, les cas cumulatifs sont de l'ordre de 458 000. Donc, avec 6 millions d'habitants, y compris les réfugiés. Et donc, il s'agit de 20 à 30 de la population affectée. Un demi-million ont été affectés et contaminés l'année dernière. Le chiffre cumulatif de décès, quelques 6 000. Le chiffre est toujours élevé. On parle d'une moyenne qui varie entre 2 000 jusqu'à 5 000 cas nouveaux. Pour ce qui est de la vaccination, le Liban se trouve à un niveau inférieur pour ce qui est de la vaccination. Là, vous pouvez voir jusqu'au 27 mars, le Liban a été capable de couvrir 2,43 de la population avec au moins une dose. En Jordanie, 3,14, la Grande-Bretagne, un chiffre plus élevé, grandement élevé, 46 ont été vaccinés. Donc, le Liban est toujours en retard à ce niveau-là. Donc, dans un tel processus, on parle de 2,5 de personnes qui ont été déjà vaccinées, ce qui veut dire que le Liban ne pourrait pas arriver à l'objectif de la vaccination de 20 de la population dans un tel cas. Ce qu'on a est une sorte d'augmentation de la vaccination. Il n'y a pas de données classifiées selon les réfugiés syriens et palestiniens. Il n'y a pas de données sur les ouvriers et migrants. Les Syriens au Liban sont de l'ordre d'1 million. Les réfugiés palestiniens varient entre 200 000 et 400 000. Ça dépend de l'angle de vision, mais selon l'UNRWA, quelques 400 000 réfugiés palestiniens sont enregistrés. Et on a le même chiffre de personnes qui travaillent au Liban, des travailleurs migrants qui y arrivent de l'Asie, mais on n'a pas forcément des chiffres qui portent sur la vaccination de telles communautés. Entre février et le 27 mars, on est conscient qu'il s'agit de 100 000
69 013 deuxième dose, alors que dans la même période, 100 000 nouveaux cas ont testé positifs. Et vous pouvez bien voir que le système de santé ne pourrait pas arriver au but escompté. Et donc, ce processus est vraiment lent. Quand on parle de la plateforme d'enregistrement, on sait que 20 quelques 1 million se sont enregistrés et 1,4 sont des réfugiés palestiniens, 1,3 sont des réfugiés syriens. Et honnêtement, il n'y a pas de définition sur la plateforme palestiniens réfugiés ou pas, mais on se dit que ceux qui sont enregistrés jouissent de ce statut juridique, au titre juridique. Donc, les Palestiniens et les Syriens, même dans la plateforme d'enregistrement, ont des chiffres vraiment limités. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme vous le savez très bien, le système de la santé, des soins de santé au Liban est fragmenté. On a un système plutôt privé, 80% des hôpitaux sont privés, 50% ne sont pas assurés. On a également l'UNRWA, qui est l'agence onusienne qui fournit les soins aux réfugiés palestiniens. Et puis, on a le système des soins de santé géré par l'UNHCR, alors que le travail avec le gouvernement libanais est assuré. Cependant, le HCR, le Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, œuvre d'une façon particulière. On a également les travailleurs de santé syriens et palestiniens qui n'ont pas le droit de pratiquer et d'exercer leur profession au Liban dû au manque de possibilité d'accès aux licences et aux permis d'emploi. Au niveau économique également, on souffre de déséquilibre entre la richesse et le revenu. Donc, 1% de la population reçoit une grande majorité, quelques 25% du revenu national, alors que les plus pauvres ne reçoivent que 10% du revenu national. Le clientélisme dans le secteur public, l'économie basée sur le confessionnalisme, vraiment affecte et ébranle la capacité des soins de santé. Et là, vous pouvez voir que les 10%, quelques 50%, alors que les 50% des pauvres ont moins de 15% du revenu national. Je vais sauter ces deux diapos. Je vous montre là quelques indicateurs politiques. Voilà, s'ajoute aux chiffres et aux indicateurs démocratiques et de santé, les indicateurs économiques, ce qui manque d'habitude dans la narrative de la santé est ce qu'on appelle indicateurs de gouvernance. Et là, j'ai choisi trois indicateurs, des indicateurs de la Banque mondiale pour ce qui est de la gouvernance. Premièrement, l'efficacité du gouvernement, le contrôle de la corruption, et puis la voie et la responsabilisation. Et j'ai moi-même sélectionné quelques pays, bien évidemment, pour voir le cas du Liban, la Jordanie à comparer avec la Syrie. Là, on a la Corée du Sud
également. Vous pouvez voir que là, c'est un pourcentage des chiffres sur des centaines. Vous pouvez voir que l'efficacité du gouvernement au Liban est de l'ordre de 18% à comparer avec 88% pour la Corée du Sud, 56% en Jordanie, alors qu'en Syrie, c'est de l'ordre de 3,4%. Les autres indicateurs, la corruption au Liban, 12% à comparer avec 60% en Jordanie. 12 est mauvais à comparer avec 60% quant au contrôle de la corruption en Jordanie, 76 en Corée du Sud, alors qu'en Syrie, c'est de l'ordre d'1,4. Même chose avec la responsabilisation, la voix et la responsabilisation au Liban, 32, en Jordanie, 28%, alors qu'en Corée du Sud, 72% et en Syrie, 1,4. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ces chiffres-là nous montrent? Ça signifie que quand on pense aux indicateurs de la santé, y compris la mortalité des enfants, la question de la mortalité maternelle, la COVID, la vaccination de la COVID, on ne peut pas les isoler des indicateurs politiques, mais je dirais que les indicateurs politiques sont très importants à ce niveau-là. Pour ce qui est de la Syrie, je vais essayer d'être vraiment rapide, comme je l'ai déjà dit. C'est vraiment une impasse selon l'Organisation de la santé publique. On n'a pas des idées sur l'étendue de la COVID. Il s'agit de la capacité des tests limités, le manque de notification, manque d'accès aux soins de santé. Et je prends le cas de la Syrie pour, bien entendu, essayer d'expliquer pourquoi jusqu'à présent la COVID, comme toutes les autres questions de la santé, sont critiques. 10 ans après la guerre dévastatrice, selon le ministère syrien de la Santé et l'OMS, on peut voir qu'on a 18 000 cas dans les régions gérées par le gouvernement. Dans un an, avec 1247 cas de mort, alors qu'au Liban, on parle de la moitié d'1 million de cas dans un pays comme le Liban, qui est encore plus petit, dans la région contrôlée par les islamistes et soutenue par les soldats turcs. On a 21 000 au nord-est de la Syrie également. Donc ça nous montre qu'il y a toujours un écart quant à l'accès aux informations. C'est la même chose en termes de vaccination. En février dernier, le ministre de la Santé syrien a déclaré que des vaccins ils sont parvenus de pays amis sans pour autant expliquer de quel pays il s'agit. La Chine a annoncé qu'elle enverrait 150 000 doses de vaccins à la Syrie. Cependant, ça n'a pas été fait jusqu'à présent, ça n'a pas été livré. L'OMS a parlé de du fournissement de vaccination à travers la campagne COVAX à partir d'avril, et à la lumière du manque de transparence, rien ne peut être fait. En Syrie, c'est le cas selon les différents rapports. La plupart des hôpitaux sont
débordée par les cas et la Syrie est, comme vous le voyez bien, malheureusement, affectée au niveau géographique. Vous avez encore 2 minutes pour donner le temps suffisant aux questions. Je m'arrête là. Je vous ai montré là la photo. C'est là vraiment un exemple sur la question du manque de la distanciation sociale, pas de protection, même au niveau élevé, au niveau du régime syrien. Merci beaucoup. مساء الخير تاني. معانا المتحدث الأخير قبل فتح الأسئلة. Avant d'ouvrir la voie aux questions, on donne la parole à Dr Asad Lemsaïd de la Tunisie, qui est expert en politique de la santé. Je vous souhaite la bienvenue. On aimerait également savoir comment ça se fait en Tunisie. On sait très bien que vous avez des frontières partagées avec le Maroc. On n'a pas entendu parler d'un avancement élargi en Tunisie. Ce n'était pas tout à fait clair comment ça se faisait en Tunisie. Quelle est la situation particulièrement en Tunisie? Qu'en est-il de la justice en théorie et en pratique? Est-ce que vous pouvez m'entendre, madame? C'est clair, vous m'entendez? Merci. Veuillez, s'il vous plaît, activer la vidéo parce qu'on ne vous voit pas. Je vous remercie. Je vous remercie pour bien avoir organisé ce sujet-là qui réside au centre des problèmes dans le monde arabe et dans le monde tout entier en général. Je vais commencer en français, cependant, mes notes sont en anglais et je suis désolée. J'espère bien que la traduction serait à la hauteur. J'ai choisi ce titre-là. L'abus de faiblesse en période de vaccination anti-Covid. Je pense avant tout que c'est un problème de politique publique. Pourquoi? Parce que le problème des coronavirus, il a commencé en 2002, mais avec le SARS-CoV-1, puis en 2014 avec le MERS en Arabie Saoudite. Contrairement à tous les pays du monde, seuls les 6 pays du sud-est asiatique, entre autres connus sous le nom des dragons, des pays dragons du sud-est asiatique, qui ont pu adapter leur économie et construire une politique qui convient à une telle prévention. Pourquoi je dois en parler? Parce que déjà, on est dans un flou d'information. Déjà, on est dans un problème d'identification. La COVID-19 est une maladie qui est complexe, qui est polymorphe, qui est difficile à diagnostiquer, à typologer. En même temps, elle constitue un environnement qui convient le plus à la kleptocratie, au détournement des fonds publics, aux mauvaises décisions politiques qui vont coûter au peuple. Et pour cela, j'ai choisi 4 points essentiels. J'essaierai d'aller très rapidement. D'abord, pour présenter la situation de la COVID-19 en Tunisie, puis présenter quelques aspects de l'abus de droit en matière de vaccin COVAX, puis aussi l'aspect le plus important qui est la responsabilité des États-nations, c'est-à-dire l'abus de faiblesse par rapport au devoir qui est le leur,
c'est-à-dire de protéger leur population contre toute anomalie. Et pour conclure, j'aborderai la question de quelques orientations stratégiques. Donc, le premier point qui est la situation de la COVID en Tunisie. D'abord, la prise en charge de la COVID en Tunisie, comme toute épidémie ou maladie à déclaration obligatoire, est entièrement à la charge de l'État tunisien pour toute personne présente sur le sol tunisien. Et là, nous avons l'article 38 de la Constitution de 2014. Et puis, nous avons aussi des lois qui ne permettent pas cette exclusion en thérapeutique ou discrimination thérapeutique, quelle que soit la nature, quelle que soit la nationalité, quelle que soit l'origine. Il y a certains travaux qui ont déjà publié, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'y participer il y a une vingtaine d'années, et qui ont décrit l'organisation d'approvisionnement, l'organisation du système pharmaceutique en Tunisie. Donc, en général, c'est un monopole d'État, c'est-à-dire l'importation ne peut se faire que par une entreprise publique qui est la pharmacie centrale de Tunisie. Et cette entité a commencé déjà à exister en 1934, mais elle n'a acquis ce statut actuel qu'en 1961 en vertu d'un décret-loi qui organise cet aspect. Donc, la pharmacie centrale dispose du monopole d'importation de tout médicament et vaccin en Tunisie. Mais techniquement et d'un point de vue économique, il ne s'agit pas d'un monopole, mais il s'agit d'un monopsone. C'est quoi un monopsone? C'est-à-dire il y a une sorte d'entreprise publique, disons une centrale d'achat, qui fait l'intermédiaire entre plusieurs fournisseurs et qui, en même temps, délivre des médicaments à plusieurs clients, tout en permettant une concurrence libre, que ce soit entre les fournisseurs, que ce soit entre ses clients. Donc ça, c'est pour l'aspect technique. L'autre aspect, c'est que pour les médicaments en Tunisie, leur prix est administré par l'État. Donc, on a un prix uniforme sur tout le territoire tunisien et les prix ne sont pas libres, ils sont administrés par l'État et à chaque changement de prix, il y a une circulaire de la pharmacie centrale après accord du ministère du Commerce et du ministère de la Santé qui définit les prix. Donc, maintenant, on va voir très rapidement l'évolution de la mortalité en Tunisie, y compris durant la période Covid, c'est-à-dire à partir de fin 2019 au niveau international, jusqu'à février 2021. Et donc, vous voyez, il n'y a pas eu une grande mortalité ou une accélération énorme de la mortalité. En plus, ça a été corrigé grâce au confinement, grâce au couvre-feu, qui a réduit notamment le nombre de mortalités dues aux accidents de travail et aux accidents de la voie publique. L'autre élément, si on voit un peu plus près, l'incidence que nous avons eue a déjà commencé à partir d'octobre 2020 en termes de mortalité et on remarque sur la partie grise que la mortalité la plus élevée, elle est au sud et au centre. Pourquoi? Parce qu'on manque d'infrastructures nécessaires qui permettent une meilleure prise en charge des maladies, des malades de Covid. Voilà. Maintenant, la situation de la Covid en Tunisie, nous avons à peu près 2 millions de cas confirmés, à peu près 9000 cas de décès. Donc, nous sommes à un taux de létalité de 3,5% arrondi et nous avons 215 000 personnes qui sont hospitalisés. Là, je dois reprendre le travail d'Intifada qui fait un excellent travail de suivi. Et vraiment, c'est une
association qui donne beaucoup d'informations fiables et c'est très important. Ce que je noterai surtout, c'est qu'on est à peu près en retard d'un mois par rapport aux livraisons. Les doses qui sont prévues, c'est à peu près 11 500 000 pour couvrir au moins 50% de la population d'ici décembre 2021. Il y a eu une plateforme d'inscription et il y a à peu près 760 000 inscrits. Il y a beaucoup de réticences parce que il y a eu beaucoup de problèmes de communication, beaucoup de problèmes de gestion qui ont fragilisé cette confiance dans les autorités. Et ce n'est pas spécifique à la Tunisie, mais c'est spécifique à tous les pays du monde. Pourquoi j'évoque le terme d'abus de droit en matière vaccinale? Parce qu'il y a d'abord un rôle des États et nous avons eu qu'il y a eu une compétition au niveau entre les États les plus riches, les États les plus avancés. Ils ont transformé ce vaccin en produit stratégique pour asseoir leur diplomatie et leur hégémonie, redéfinir certaines zones de leur influence. Il y a aussi, on a remarqué malheureusement des épisodes de prédation et de comportement d'État bandit. Nous avons remarqué ça parce qu'il a été fait par la République tchèque qui s'est emparée des respirateurs artificiels italiens. Nous avons remarqué ça pour les États-Unis qui ont bloqué l'exportation de masques pour la France. Nous avons remarqué le blocage de l'exportation du gel hydroalcoolique et l'alcool par la France et l'Allemagne envers l'Italie. Donc, malheureusement, ça a été confirmé par la politique du président Donald Trump avec son fameux America First. Et puis, ce manque, cette compétition entre pays a anéanti tout simplement l'esprit de solidarité qui devait exister entre les nations et a posé beaucoup de questions sur les limites de la globalisation. Et là, avec l'approche ou l'idée de mettre en vigueur un passeport vaccinal, il risque d'altérer les droits fondamentaux des hommes et exercer un blocage sur la mobilité des personnes, contrairement à la mobilité des capitaux et des marchandises. Le deuxième aspect, on voit le rôle des accords internationaux. Moi, je pense que le point crucial est vraiment là, parce qu'on arrive à un moment où on a besoin de flexibilité, mais on trouve que tout est verrouillé sur un plan juridique, sur un plan financier, sur un plan de relations publiques, de relations entre États, et puis sur un plan en particulier technologique et scientifique. J'estime qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues parce que le deal de l'accord TRIPS, de l'accord sur l'OMC, était avec les pays pauvres, entre les pays riches et les pays pauvres. Les pays pauvres... دكتور أسعد أمامنا دقيقة واحدة عشان إتاحة بعض المجال للأسئلة. Donc, je rejoins le docteur Goupa Kamar quand il dit qu'il y a deux problèmes majeurs au niveau de l'accord TRIPS, c'est-à-dire la protection des brevets et la protection des secrets d'affaires. Et moi, je pense que le deuxième est encore plus dangereux que le premier. La protection des secrets d'affaires bloque en fait l'accès au générique. Et c'est là l'aspect pernicieux de cet accord. On veut appliquer les flexibilités. D'accord, mais sur terrain, est-ce qu'on peut le faire? Je pense franchement non.
Pourquoi? On prend l'exemple du vaccin Pfizer-BioNTech, le fameux vaccin pionnier de l'ARN messager. Donc, Pfizer-BioNTech, elles ne sont pas seules comme entreprise. Il y a le voisin de BioNTech, Schott, qui est spécialiste dans la fabrication des flacons qui sont censés contenir le vaccin en borosilicate et qui conviennent le plus à une conservation en deep freeze. Donc, elle a entamé sa réforme et l'a fini en septembre 2019. Il y a Bander qui fabrique les armoires frigorifiques pour deep freeze. Il y a Messer qui fabrique la neige carbonique. Et puis, il y a Lufthansa et UPS qui ont agrandi leur capacité de surface de conditionnement, de surface de conservation sous air conditionné. Donc, même appliquer les flexibilités pour produire localement, il manquera l'essentiel. Il manquera les flacons de borosilicate. Il manqueront les armoires frigorifiques, la neige carbonique, parce que toute la production a été déjà réservée au niveau mondial pour assurer un aspect d'avantage stratégique concurrentiel. Donc, l'autre élément, c'est vrai, on a fait un accord global qui garantit les règles à minima qui est l'accord. دكتور أسعد، أنا مضطرة أقطع حضرتك لإتاحة بعض المجال للأسئلة. العفو. Je suis désolée, je me dois de vous arrêter pour pouvoir répondre aux questions. On a une question à Dr Fouad sur le rôle du secteur privé quant à la mise à disposition des vaccins, parce que certaines compagnies privées importent les vaccins pour le fournir à ses employés dans un cercle privé limité aux ouvriers et aux employés. Donc là, une question sur le secteur privé. Jusqu'à quel point est-ce que le secteur privé soutient la mise à disposition de vaccins? Est-ce qu'il s'agit d'un rôle dangereux ou pas dans un pays comme le Liban? Parce que le pays, l'État en tant que tel pourrait ne pas être en mesure de couvrir tous les besoins. Question à Dr Fouad. C'est une question très importante parce que l'idée de la privatisation des vaccins en tant que tel est un sujet qui n'est pas acceptable, qui est critique et problématique parce qu'il n'y aurait pas de contrôle de qualité, notamment avec la pluralité des vaccins, avec les conditions de conservation vraiment importantes. Mais il ne faudrait pas négliger ce point-là dans un pays qui souffre de plusieurs conflits, dans une économie précaire et vulnérable en même temps. Un État, dans la plupart des cas, durant les décennies précédentes, le secteur privé des soins de santé constituait le plus grand pourcentage. Il faudrait ne pas négliger ce point-là. Personnellement, au Liban, je crois qu'il est possible d'ouvrir la voie au secteur privé, mais avec des limitations et des contraintes, des contrôles, une surveillance vraiment stricte et étroite de la part de l'État, mais avec le déficit au niveau de l'État, ça pourrait nous mener à beaucoup plus de problématiques. Donc, ce cercle vicieux est quelque chose qu'on trouve ailleurs également, mais à mon avis, ça mérite d'y réfléchir. Une autre question, je crois, docteur Joupa Kamar.
sur la négociation collective par les pays en développement, les pays à revenus limités, les pays pauvres, notamment dans le monde arabe, pour s'approprier et acheter le vaccin, alors que beaucoup de pays, même dans le monde arabe, les pays les plus riches du monde arabe sont capables de s'approprier les vaccins d'une façon vraiment précoce, vu les demandes et les offres. Donc, est-ce qu'une négociation collective serait une solution à envisager à votre avis? Monsieur Joupa Kamar, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Hello. الصوت Yeah, yeah, واصل yeah. دلوقتي. Yeah, yeah. Could you Oui, just on vous entend. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? La négociation collective pour s'approprier le vaccin, est-ce que ça pourrait être une solution alors que d'autres pays, notamment dans le monde arabe, peuvent avoir accès au vaccin d'une façon précoce au détriment des pays pauvres ou à revenus limités? Les pays africains, par exemple, peuvent l'envisager à travers l'Union africaine. Veuillez activer votre vidéo, s'il vous plaît, votre caméra. Ce que j'essaie de dire est que, comme dans le cas de l'Union africaine, la Ligue des pays arabes pourrait négocier pour s'approprier des vaccins à grande quantité. Bien sûr, le prix serait meilleur. On pourrait œuvrer à des négociations au niveau des prix. Les pays qui ont des capacités de fabrication doivent promouvoir de telles capacités et demander de produire eux-mêmes les vaccins. Au moins, en Égypte, deux sociétés avaient déjà signé des contrats, des licences. Et les fabricants régionaux peuvent le faire parce que le vaccin Sputnik de la Russie a un système de licenciement, d'octroi de licence qui permet la production locale avec un éventail plus élargi. Donc, ça augmente la capacité de négociation au niveau du monde arabe pour une offre vraiment adéquate. Je vous remercie pour les réponses. J'avais remarqué que tous les intervenants du monde arabe ont souligné l'hésitation au niveau des citoyens. En Égypte, par exemple, il y avait des hésitations quant à l'enregistrement. Est-ce que vous croyez qu'en Égypte, le citoyen est hésitant? Docteur Assad de la Tunisie, qu'en est-il également de l'hésitation à l'enregistrement? Est-ce que les gouvernements arabes par exemple, n'offre pas une promotion de l'enregistrement? Est-ce que ça se fait d'une façon exprès? Est-ce que c'est fait exprès? On ne vous entend pas, docteur Ala. Docteur Ala Rannam, on ne vous entend pas. Veuillez activer le micro, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Docteur Ala, on ne vous entend pas. Veuillez activer le micro, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Oui, maintenant, ça va. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, allez-y. Je crois que ce que vous avez mentionné est tout à fait correct. On a un certain niveau d'abstination, de
d'hésitation quant à l'enregistrement parce que, dû aux essais cliniques incomplets, il y a un manque de confiance. C'est quelque chose de vraiment clair. S'y ajoute le fait que les gouvernements n'ont pas vraiment fait l'effort nécessaire pour élucider les avantages de la vaccination à comparer avec les risques encourus en cas de manque de vaccination. Donc, on a tout ça ensemble, c'est dû à la crise, la nature de la crise. Les vaccinations ont été fabriquées à temps record alors que les autres types de vaccins en temps normal prendraient plus de temps. Mais je crois qu'avec le commencement des campagnes de vaccination, les gens seraient conscients que les effets secondaires des vaccinations, au moins au niveau direct, au niveau réel, ne constituent pas de problème. Et à mon avis, là, le pour et le contre pousseraient les gens à s'y intéresser plus avec des campagnes de promotion, avec des espaces d'enregistrement. En Égypte, par exemple, beaucoup de gens ne sont pas encouragés à s'enregistrer. Il faudrait œuvrer à beaucoup d'autres modes. Des personnes âgées se sont enregistrées et sont, par exemple, sur la liste d'attente, mais beaucoup de centres se sont ouverts. Les jeunes si ont été vaccinés, mais il faudrait que les gens soient conscients que c'est là le seul espoir pour contenir la pandémie avec le temps. Je crois que cette hésitation serait plus réduite. Docteur Aswad, qu'en est-il de la situation en Tunisie? Exactement. La situation en Tunisie, elle est très similaire, mais avec une différence. D'abord, au niveau de la maladie. Très souvent, on parle de deuxième et de troisième vague. Apparemment, ça ne serait pas le cas, mais on parle d'une épidémie par variant ou par recombinant, ce qui est très différent. Et ça pose une énorme question sur l'efficacité du vaccin. Est-ce que elle est réelle ou non? Ça, on ne peut pas le savoir pour le moment parce qu'il n'y a pas suffisamment de données. On ne peut le savoir qu'à partir du mois d'août ou de septembre. C'est là qu'on verra l'efficacité des vaccins. En plus, avec les réseaux sociaux, il y a eu un énorme problème. C'est que les accidents thérapeutiques comme la paralysie de Bell qui a été enregistrée pour le cas des vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna, elle existe. C'est vrai que le nombre par rapport à ceux qui sont vaccinés est réduit, mais ce risque existe. Il ne faut pas oublier qu'on est en train d'utiliser ces vaccins sur des personnes saines et non pas malades. Donc, la notion du risque, elle est totalement différente par rapport à une personne malade. Le troisième vaccin qui est celui de AstraZeneca et qui donne des problèmes thromboemboliques avec une thrombopénie. Donc, ça aussi, ça pose des problèmes. Et même au niveau du CDC américain, ils ont constaté que les données n'ont pas été mises à jour et n'ont pas été intégrées au niveau de l'étude du risque. Donc, l'autre élément. أعذرني دكتور أسعد، أنا مضطرة للأسف لإنهاء الويبينار. Désolée, malheureusement, je me dois de conclure ce webinaire. J'aurais aimé écouter encore plus sur ces questions-là, mais malheureusement, je dois conclure. Permettez-moi de vous rappeler que le webinaire suivant serait organisé vers la fin d'avril. Ça serait accueilli par le Centre Phoenix. Ça porterait sur le secteur informel, les travailleurs dans le secteur informel en temps de la COVID. Je vous remercie. Je suis désolée pour vous avoir interrompu. Merci beaucoup.